Alors, je vais faire une rapide introduction pour ce meeting. Donc, pour les habitués, on a basculé déjà depuis la dernière session du Gubi en mode meeting et non plus en mode webinaire. Ça nous permet d'avoir quelque chose de plus convivial, un échange plus convivial en meeting qu'en webinaire. Vous avez la main sur vos caméras et sur vos micros. La dernière fois, ça s'est très bien passé. Euh, Pensez, s'il vous plaît, pendant la présentation, à fermer vos micros pour éviter les bruits parasites. Et bien sûr, quand on va passer aux questions-réponses, vous pourrez comme ça prendre la parole. Je vous rappelle donc la session va être enregistrée et elle va être publiée sur la liste, sur la playlist YouTube du Gubi, où il y a déjà toutes les autres vidéos auxquelles vous pouvez accéder en replay. Pour rejoindre le groupe, ça se fait via LinkedIn. Le groupe est géré sur LinkedIn. On est aujourd'hui presque 320 personnes connectées via ce groupe. C'est là que je publie notamment les informations sur les sessions qui arrivent et que je publie les liens d'inscription. Et sur la page du groupe LinkedIn, eh ben, vous êtes invité à partager vos réactions aux sessions, mais n'importe quelle questions, remarques, interrogations sur l'environnement BIM infrastructure Autodesk, bien sûr, vous avez la main sur cette conversation sur le groupe LinkedIn. N'hésitez pas à vous en servir. La playlist sur YouTube, c'est pareil, elle est totalement ouverte. Aujourd'hui, il y a 35 enregistrements qui correspondent donc aux précédentes sessions du Gubi qui ont pu avoir lieu jusqu'à présent. Tout est en libre accès. Vous pouvez consulter tous les enregistrements à volonté. Ils sont classés par date, avec la date et le sujet. Donc, par exemple, le dernier, c'était Civil 3D pour la conception ferroviaire et le précédent, c'était la présentation du dernier Country Kit Civil 3D 2023. Tout ça, c'est disponible en replay. On utilise toujours le projet BIM 360 du Gubi qui nous permet de partager des présentations, les supports, des PPT et éventuellement des fichiers, des WG, des scripts Dynamo, ce genre de choses qui sont évoqués pendant les sessions du Gubi. C'est un projet ouvert, donc attention, si vous voulez vous en servir pour faire quelques tests, pour voir comment fonctionne BIM 360, notamment avec Civil 3D, car tout ce que vous ferez sur ce projet sera visible par toutes les personnes qui sont connectées à ce projet. Vous pouvez faire des tests, bien sûr, mais pensez, gardez bien en tête que ce sera public et que ce n'est pas un environnement de production pour vous, surtout pas. Si vous n'êtes pas connecté à ce projet, n'hésitez pas à revenir vers moi. Je vous ajouterai comme membre, comme ça vous pourrez consulter tout ce qui a déjà été publié jusqu'à présent. Un point sur Autodesk University 2022. Donc, en introduction à ce que vont nous présenter Johan et Steven. Donc, Autodesk University, c'est l'événement annuel orienté client d'Autodesk. Il se passe aux États-Unis. Cette année, c'était à la Nouvelle-Orléans, les 27, 28 et 29 septembre. Durant cet événement, énormément de choses sont présentées, notamment les principales évolutions et les directions stratégiques d'Autodesk et les évolutions à court, moyen et long terme. Alors, à court et moyen terme, on a des sessions orientées industrie, donc par exemple pour l'infrastructure, on a les équipes produits qui nous présentent la stratégie sur les années à venir, mais aussi les évolutions à venir sur les prochaines versions. Donc, on est sur des termes à quelques mois. Euh, un rapide résumé de ce qu'on peut ressortir d'Autodesk University pour l'infrastructure cette année. Euh, la stratégie globale d'Autodesk pour l'infrastructure s'oriente des fichiers vers les données, c'est-à-dire que toutes les évolutions, et là on est sur du moyen-long terme, sur lesquelles Autodesk travaille, vont vers le fait qu'on va de moins en moins gérer de fichiers et de plus en plus gérer de la donnée qui va être mise à disposition au sein des équipes qui travaillent sur un projet, sur des plateformes, et on va pouvoir donc pousser cette donnée sur ces plateformes pour la partager, pour que cette donnée, donc la notion d'objet, soit exploitable par d'autres collaborateurs
des équipes projet. Ça, c'est vraiment la principale philosophie à retenir qui va être le fil rouge des évolutions à venir de la part d'Autodesk. Autre point important, c'est la plateforme collaborative infrastructure. Donc, c'est l'offre qui s'appelle Collaboration for Civil 3D avec un nouveau desktop connector. Ceux qui ont déjà pu tester cette solution ont dû installer sur leur machine un outil qui fait miroir entre les données que vous avez sur votre machine et les données qui sont publiées dans le cloud. Et le desktop connector a été totalement repris pour offrir une solution beaucoup plus souple, plus dynamique. Deux points très importants, plus fonctionnels sur l'infrastructure à venir et là, plus à court terme, les IFC et la gestion des données infra. IFC 4.3, donc nouveau format IFC validé récemment à la fin de l'été par Building Smart International. Autodesk va mettre à disposition très bientôt un module IFC 4.3 pour Civil 3D qui va permettre de mettre à niveau Civil 3D pour importer, exporter des IFC au format 4.3. Pourquoi c'est très important? Parce que le format 4.3 amène enfin des objets infrastructure. Précédemment, avec les autres formats IFC, on faisait un peu de la cuisine pour gérer des objets infrastructure avec des catégories qui n'étaient pas dédiées à l'infrastructure. Tout ça, ça va changer. Donc, on va vraiment aller vers des workflows BIM infrastructure beaucoup plus solides et beaucoup plus cohérents. Ça, c'est super important. Et la gestion avancée des données infra avec un outil qui s'appelle Standardized Data Tool for Civil 3D, qui va s'appeler SDT. Et ça, c'est un outil qui va nous permettre de gérer les attributs des objets infrastructures dans des fichiers DWG de façon très souple et connectée à des tableurs Excel. Ça va nous permettre de récupérer des champs avec des informations, de les modifier, de les tester, de les contrôler et dans l'autre sens, de renvoyer des informations via des tableurs Excel dans de multiples DWG qui concernent un projet particulier. Et là, ça va aussi permettre d'étendre énormément les capacités des workflows BIM infrastructure. Et puis, bien sûr, il y a eu des annonces, des nouveautés fonctionnelles, Civil 3D InfraWorks. Là, on revient sur des choses plus classiques, mais ça, c'est des choses qui vont vous être communiquées très bientôt de façon plus classique à travers le blog Village BIM et c'est également des articles sur LinkedIn. Bon, voilà ce tour d'horizon très rapide pour Autodesk University 2022. Vous allez voir très prochainement des articles qui vont en parler et notamment on va très bientôt repousser les pages Autodesk University 2022 dès que toutes les sessions qui ont été présentées et qui ont été enregistrées vont être disponibles au replay. Et je vais laisser la parole à Steven et à Johan pour donc, la présentation de leur session technique que Johan est venu présenter à la Nouvelle-Orléans, qui concerne l'exploitation d'un relevé classique avec Civil 3D pour la modélisation de quais de métro. Donc voilà, je vais vous laisser vous présenter, Johan et Steven, et puis je vais arrêter de partager mon écran, vous allez pouvoir partager le vôtre. Excusez-moi, sur le timing, il est environ 11h15. On va essayer, je pense que on est parti sur environ 30 minutes, 30-35 minutes pour votre présentation. Ouais. Ce serait bien qu'on se garde 10 minutes, un quart d'heure à la fin pour les questions. Ok. Questions-réponses. Merci. Merci à toi, Vincent. Hop, normalement, vous devez tous voir mon écran, c'est bon? Moi, je vois ton écran. Ok, super. Donc, du coup, je commence par me présenter. Alors, moi, je suis encore étudiant en alternance. Ça fait 3 ans que je suis chez FH, que je suis ma formation. Actuellement, je suis en Master 2 à l'INSA Hauts-de-France. J'occupe le poste principalement de BIM-modeler et j'utilise notamment les logiciels tels que Revit, AutoCAD, Civil 3D et InfraWorks. Donc, moi, ça fait un peu plus longtemps que je suis chez FH. Ça fait 15 ans que je suis chez FH Génie Civil. J'ai passé 8 ans en division des grands travaux d'ouvrage d'art. Et depuis 2015, je suis sur l'agence d'Aix-en-Provence.
Alors, rapidement, petite présentation du groupe Eiffage. Eiffage, ça représente 18 milliards, un peu plus de 18 milliards de chiffre d'affaires dans le monde. C'est un peu plus de 70 000 employés à l'heure actuelle. On a quatre grandes divisions. Une division construction qui s'appelle Eiffage Construction, Eiffage Immobilier, etc., qui font tout ce qui est bâtiment, bâtiment tertiaire, bâtiment d'habitation. Une grosse division qui est énergie système, qui font tout ce qui est réseau électrique, mais aussi réseau fluide, chaleur, etc. Une division des concessions qui regroupe toutes nos concessions, que ce soit les autoroutes AP2R ou une partie du viaduc de Millau. Et une division infrastructure qui regroupe Eiffage Route, qui sont l'entité qui réalise tout ce qui est travaux de VRD et de chaussée, une entreprise, une division qui s'appelle Eiffage Métal, qui est l'entité de construction métallique du groupe, et Eiffage Génie Civil, auquel Johan et moi on appartient, qui est donc l'entité qui gère toute la partie travaux d'infrastructure, travaux béton d'infrastructure. Donc, ça peut être autant des ouvrages d'art que des bâtiments industriels, que des bâtiments fonctionnels, comme des stations d'épuration, des choses comme ça. Le sommaire de cette présentation, donc on va d'abord vous présenter le projet sur lequel l'étude s'est basée. Ensuite, on va vous présenter les challenges de ce projet-là. Et à la fin, on va terminer par pourquoi on a développé ce système-là depuis un système assez simple, sans utiliser de scanner 3D. Alors, dans nos objectifs sur ce projet-là, donc l'idée c'était de dessiner nos besoins, tous nos besoins. Alors, on va y revenir un peu plus tard sur nos besoins, mais l'idée était de dessiner tous nos besoins avec des outils qui étaient peu coûteux et qu'on avait à disposition surtout. Découvrir une nouvelle approche des logiciels. Alors ça, c'était plutôt nous perfectionner, nous, en interne, sur l'utilisation de la suite Autodesk auquel on a accès. Adapter, approfondir un workflow selon nos besoins, c'était pareil, c'était l'idée de réussir à mettre en connexion plusieurs éléments de la suite Autodesk pour réaliser ce dont on avait besoin et à les utiliser correctement. Et tout ça vers un but commun qui était un format d'échange commun avec un partenaire industriel sur ce projet d'automatisation du métro de Marseille, qui est l'entreprise Faiveley, qui réalise toute la partie façade de quai. C'est l'image qu'on voit sur la droite, là, toute la partie façade de quai et automatisation des façades de quai. Donc, la présentation du projet. Alors, le projet, il a comme nom Neoma, ça veut dire nouveau métro de Marseille. Le métro de Marseille, c'est 2 lignes, 22 km, 29 stations. Ces 29 stations représentent 62 quais. C'est un métro qui a été construit dans les années 70 pour à peu près 90% de son tracé. Il y a eu quelques gares rajoutées il y a récemment, il y a moins d'une dizaine d'années de ça. Le projet, c'est le projet de modernisation complète. Donc, l'idée, c'est que le métro, à l'heure actuelle, il est quand même un métro un peu classique avec un conducteur dans chaque rame. L'idée, c'est de passer ça sur un métro 100% automatique, comme ce qui a été fait sur la ligne 4 à Paris, par exemple. Pour faire ça, le marché est divisé en 2 gros blocs. Il y a un bloc matériel roulant qui a été décroché par Alstom, qui va fournir donc toutes les nouvelles rames et toute la partie gestion de ce matériel roulant en automatique. Et un bloc qui est plus infrastructure, qui concerne la mise en place des façades de quai, donc à ouverture automatique, qui a été décroché par un groupement composé de Faiveley, donc l'entreprise qui conçoit et qui met en place les façades de quai à ouverture automatique, Eiffage Énergie Système qui va réaliser toute l'installation de ces façades de quai, toute la partie automatisme de ces façades de quai, et nous, Eiffage Génie Civil, qui réalisons toute la partie renforcement structurel et préparation pour la mise en place de ces façades de quai. Ce qu'on va vous présenter juste après s'inscrit dans cette partie des travaux.
qui sont les relevés préliminaires pour la partie réalisation des renforcements structurels. Donc là, vous avez deux vues. Alors, une vue actuelle du métro de Marseille. Alors, la photo, elle donne envie, mais en réalité, c'est un peu plus ancien que ça quand même. La photo est jolie là. Et à côté, on voit une vue du projet final, donc avec les façades de quai, les portes automatiques. Contrairement à ce qui est fait à Paris, sur Marseille, on aura ce qu'on appelle des demi-façades de quai, c'est-à-dire que les façades de quai elles font juste 2 mètres de haut, elles ne remontent pas jusqu'en surface des stations. Alors ça, c'est une petite vidéo de présentation qui a été faite pour le client. Cette vidéo de présentation a été faite en partie grâce à notre relevé. Donc là, on voit les petites façades de quai de 2 mètres de haut avec tout ce qui va avec, donc les écrans de télévision publicitaire, les écrans d'information, donc l'ouverture, ce qu'on fait la ligne 4 à Paris ou les lignes automatiques, l'ouverture automatique des portes quand le métro s'arrête. Alors, c'est un système d'automatisme qui permet d'être sûr que les portes ne s'ouvrent qu'au bon moment et que si la porte du métro est en face. Donc, ça nécessite pas mal de relevés dans les stations existantes. Alors, c'est ce qu'on va vous présenter là. Alors, les challenges qu'on avait là-dessus, donc c'est la première chose à faire pour réaliser nos travaux et concevoir toutes ces façades de quai, c'était réaliser les relevés des stations de métro existantes. Stations de métro des années 70, forcément, il y a très peu de plans qui existent, d'autant plus que c'est des plans dessinés à la main qui ont été scannés. Donc, on avait 4 mois pour créer 60 coupes par quai, alors sachant qu'on a 62 quais au total, sachant que chaque relevé nécessite une intervention de nuit. Une intervention de nuit dans le métro, c'est 4 heures à peine. Et c'est une station par nuit. Il n'est pas possible de faire 2 stations dans la nuit, puisqu'il n'est pas possible de fermer 2 stations par nuit. Donc, ça représente au total un peu plus de 3700 dessins à créer en 4 mois. La deuxième challenge, c'était de créer un jumeau numérique de toutes les stations. Donc, l'idée, c'est de réussir à centraliser tous les relevés qu'on a sur les stations et tous les dessins qu'on réalise sur les stations sur un seul fichier et de créer des modèles, de créer un modèle 3D global, si on peut dire, ce qui va nous permettre de réaliser une base qui est très importante pour nous, à la fois du point de vue étude des façades de quai, à la fois du point de vue étude structurelle des renforcements de quai. Et le dernier point clé, c'était de partager cette information avec nos partenaires, notamment avec le partenaire qui réalise les façades de quai, puisque depuis nos relevés topo des façades de quai, lui, il a besoin de ces relevés topo pour dessiner, concevoir l'implantation de la façade de quai en fonction des portes, de l'arrêt de la future rame de métro, etc. Et nous, on récupérera cette information derrière pour réaliser nos renforcements structurels. Le format d'échange commun le plus simple qu'on ait trouvé, c'est le bon vieux DWG, puisque notre partenaire travaille sur un logiciel de mécanique type SolidWorks, que les formats d'échange BIM un peu plus modernes sont pas forcément faciles à utiliser dès qu'on change de logiciel et dès qu'on change d'univers d'éditeur. Donc, on est resté à s'échanger des DWG. Donc, tout est basé, ce que Johan va vous expliquer après, c'est la manière dont depuis un simple relevé topo, on réalise un DWG en 3D qu'on peut partager avec nos partenaires. Merci Steven. Du coup, effectivement, on a mis en place un process. Donc, le process, il commence avec les données d'entrée qu'on va se servir sur Excel. Donc, avec Excel, on va pouvoir importer, contrôler et exploiter la donnée. Ensuite, on va également utiliser SubAssembly Composer pour créer un profil, ou voire même plusieurs profils dynamiques.
afin d'y assigner des targets et des offset parameters. Donc, ce sont des cibles et des paramètres particuliers qu'on va affecter, assigner à ce profil. Puis ensuite, on va pouvoir l'importer dans Civil 3D. Dans Civil 3D, je vais également importer les points afin de créer des groupes de points, créer des projets 3D, les profils en travers, puis pouvoir exporter les solides 3D si je le souhaite par la suite. Pour compléter ce process, on utilise aussi Dynamo afin d'automatiser un grand nombre d'étapes, de conserver le même style graphique tout au long du projet et pour toutes les stations qu'on va produire. Et ainsi créer automatiquement, par exemple, les polylignes ou encore exporter des étiquettes. Donc, tout d'abord, la première étape, c'est la donnée d'entrée. Donc, nous allons vraiment nous focaliser sur le détail du nez de quai et la surface des quais. Donc, pour cela, on va venir relever le nez de quai avec un prisme et une équerre que nous avons conçue. Ensuite, le géomètre il va sur le quai avec ses équipements et relève un maximum de points afin que nous puissions construire la surface après sur Civil 3D. Et comme on peut le voir sur la coupe en bas à gauche, on vient relever manuellement des mesures complémentaires, donc les côtes A, B, C ou encore l'angle et d'autres côtes encore. Ensuite, sur les rails, on a conçu un chariot qui va nous permettre de relever tous les mètres la position du rail. Donc, ce chariot, il est conçu de cette façon-là et comporte 2 prismes à chaque extrémité. Donc, nous l'avons dessiné avec Inventor et nous l'avons ensuite produit. Donc, en fait, ça va nous permettre d'obtenir la position des rails à tous les mètres tout au long de la station. Ensuite, la seconde étape, elle consiste à utiliser SubAssembly Composer pour créer les profils. Alors moi, je trouve ce logiciel vraiment très puissant parce que je vais pouvoir créer n'importe quel profil dont j'ai besoin. Si j'ai besoin de créer un mur ou encore, dans votre cas, des rails ou la plateforme, je vais pouvoir créer quelque chose qui sera dynamique. Donc nous, dans notre cas, on va s'intéresser seulement au nez de quai. Donc je vais vous montrer ce que ça donne sur SubAssembly Composer. Donc là, on voit à peu près le profil qui est dynamique. Donc on voit qu'il y a des paramètres d'élévation et des paramètres de positionnement. Donc ça va constituer des cibles pour mon profil afin qu'il puisse se déplacer en fonction des paramètres que je vais lui indiquer dans Civil 3D. Donc on voit que par exemple, si le mur se situe à plus de 7 mètres du nez de quai, le profil ira atteindre cette cible. C'est la même chose pour la surface du profil qui va suivre la surface topographique à partir des points du géomètre. Donc maintenant, on va pouvoir utiliser Civil 3D. Donc la première étape dans Civil 3D est de créer son gabarit. Dans ce gabarit, j'ai mis en place plusieurs groupe de points avec des requêtes qui va me permettre de pouvoir trier ma donnée et ensuite utiliser seulement ce dont je vais avoir besoin dans mon projet. L'avantage de faire ça, c'est que derrière, je peux aussi les exporter sur Excel pour contrôler, trier encore davantage et les utiliser avec Dynamo par la suite. Donc, un petit exemple, en fait, c'est vraiment très simple, c'est que j'utilise directement les points que le géomètre m'a envoyés. Donc au format CSV, puis ensuite, je vais pouvoir l'intégrer dans Civil 3D. Donc, je vais avoir le nom, la position en est et en nord avec l'élévation. Je peux directement l'assigner à un groupe de points. Donc, dans mon cas, j'ai créé un groupe de points Data Import. Donc, c'est vraiment la donnée d'entrée de base pour la conserver tout au long du projet. Comme ça, je peux également ajouter des points par la suite si j'en ai le besoin. Donc là, je vais juste mettre à jour mes fichiers de points. Ensuite, on se rend compte que si je veux sélectionner rapidement tous les points qui correspondent au mur, je vais pouvoir avoir une visu directement ou les sélectionner ou encore les isoler par la suite.
De la même façon, si je veux obtenir tous les points qui correspondent à un seul rail, je peux les avoir directement. Donc ensuite, il faut créer les targets, donc les cibles dont je vous ai parlé tout à l'heure dans SubAssembly Composer, où on voyait que le profil était adaptatif. Ben pour cela, il faut les créer. Donc on a le point B', C et E dans notre cas, qui vont être calculés à partir du point de base qui a été relevé par le géomètre à l'aide des cotes qu'on a relevées sur site. Par la suite, du coup, je vais pouvoir obtenir via l'export de mon groupe de points du netk plus le calcul, je vais pouvoir obtenir la position de tous ces points B, C et E. Donc ensuite, là, je vais vous présenter mon premier script Dynamo qui m'a permis de pouvoir dessiner les cibles que j'ai pu calculer auparavant. Donc du coup, je récupère la position, par exemple, d'un rail. Et ça va me permettre de dessiner automatiquement mes polylignes. Donc là, j'ai exécuté le script et on s'aperçoit qu'il y a donc en blanc les points qui correspondent au rail et au netk en blanc. Donc, c'est les polylignes comme on aperçoit ici. Puis en bleu, les targets et les cibles que je vous ai parlé tout à l'heure. L'avantage de passer par ce script, c'est que je suis sûr que ma polyligne passera bien par le point que je lui indique. Donc ensuite, j'ai légèrement un peu amélioré mon premier script Dynamo en lui demandant de créer directement mes lignes caractéristiques à partir des polylignes, qui me permettra par la suite de créer mes projets 3D de façon beaucoup plus rapide. Donc finalement, maintenant, je vais vous parler de Dynamo. Donc en fait, Civil 3D a super bien fait le travail sur mes premières stations. Cependant, toutes mes stations vont être dessinées de la même façon. Donc il a fallu que je trouve une solution pour qu'il soit légèrement automatisé, parce qu'il y a beaucoup d'étapes dans Civil 3D lorsqu'on veut créer un projet 3D. On doit tout d'abord indiquer la baseline ou encore la ligne caractéristique. Donc, on doit créer pas mal de choses avant de pouvoir obtenir notre modèle en 3D. Donc, vu que ça va être la même chose sur toutes les stations, j'ai préféré créer ce script Dynamo. J'ai utilisé du coup les packages Civil 3D Toolkit et Camber. Puis également Monocle, il m'a permis de pouvoir bien organiser l'ensemble de mon script et améliorer la recherche de mes nœuds dont j'avais besoin. Donc là, je vais pouvoir vous montrer rapidement le script Dynamo final. Donc, on peut voir là que je vais réussir à créer la surface à partir d'un groupe de points qui était déjà trié auparavant. Donc, je vais pouvoir encore créer mon axe par rapport à ma polyligne qui vient depuis un fichier Excel. Encore, je peux insérer automatiquement par rapport à la surface mon profil type. Et ensuite, insérer et assigner automatiquement les lignes cibles pour mon profil dynamique. Donc là, maintenant, nous allons prendre l'exemple d'un seul OK que j'ai utilisé pour la vidéo. Donc, dans un premier temps, ce que je fais, c'est que j'isole ma polyligne qui représente le mur et le groupe de points qui représente le netk, afin que ça soit plus visible pour nous. Ensuite, j'ouvre mon script Dynamo et j'ai plus qu'à importer finalement mes fichiers Excel qui vont me servir de données d'entrée pour mon script. Donc là, le but est de créer l'axe. Donc du coup, j'utilise le groupe de points netk qui va me permettre de créer ma polyligne automatiquement. Ensuite, la position des targets que nous avons calculés tout à l'heure vont être également insérés dans ce script Dynamo pour qu'à la fin, nous puissions exécuter le script. Avant d'exécuter, je dois sélectionner la polyligne qui représente le mur afin de lui indiquer jusqu'à où le profil doit aller.
Donc, une fois fini, je n'ai plus qu'à exécuter le script. Une fois le script terminé, on s'aperçoit qu'ici, on a le projet 3D qui s'est créé avec la ligne de base. L'axe s'est également créé. Puis, on s'aperçoit aussi que la surface s'est faite aussi. Donc, moi, ce que je préconise, c'est d'ouvrir quand même les fichiers Excel auparavant, surtout quand on en a plusieurs, pour éviter que ça prenne trop de temps. Là, en parallèle, je les avais ouverts, ce qui a permis que le script s'exécute très rapidement. Donc, encore une fois, on peut aller observer ce qui se passe maintenant dans la vue en plan. Donc là, je viens de sélectionner le projet 3D. Ici, on s'aperçoit que c'est l'axe. Et au moins, je suis sûr qu'il passe bien par les points topographiques qui ont été relevés. Maintenant, si on va dans la 3D, on voit bien que le projet 3D s'est exécuté à tous les mètres. Donc, une fois que j'ai exécuté mes scripts pour mes dockers et que j'ai pu nettoyer et finaliser le fichier, j'obtiens ce type de modèle. On voit bien qu'il y a les rails, les quais et tous les cercles roses représentent, enfin, la plupart des cercles roses représentent les targets par lesquels le profil est allé. Donc maintenant, pour moi, le plus important et surtout ce qui est vraiment très pratique sur Civil 3D, c'est la création automatique des profils en travers. Donc j'ai pu créer à chaque point topographique un profil en travers. Donc là, on s'aperçoit aussi que j'ai pu mettre en place des étiquettes automatiques afin d'obtenir les informations dont j'avais besoin à chaque profil en travers. L'autre avantage, c'est qu'on peut finalement utiliser la notation comme on utilise dans AutoCAD pour vérifier directement si on a besoin d'informations sur tel profil à tel endroit, comme là, je suis en train de le faire. Après, pour plusieurs raisons techniques, nous sommes posé pas mal de questions et on avait besoin de savoir les cotes en X et en Y, comme on peut le voir sur la vue 3D qui est issue du modèle créé tout à l'heure. Pour cela, on exporte avec Dynamo sur Excel les étiquettes de vue qui vont permettre ensuite de créer des calculs et connaître justement ces cotes-là. Donc là, c'est un petit extrait du script Dynamo qui me permet d'extraire les étiquettes sur Excel. Donc maintenant, la question qu'on peut se poser, que je pose à Steven, pourquoi ne pas avoir utilisé de scanner 3D? Alors là, donc, Yann nous l'a montré, ça nous a permis réellement de se faire le scanner 3D et pourquoi on s'est passé de scanner 3D. La raison, elle est assez simple. C'est quand même une question qui s'est posée au départ du projet, hein. Est-ce qu'on devait faire tout en scan 3D? Est-ce qu'avec un relevé topo classique, on était en mesure de faire ce dont on avait besoin dans le délai des 4 mois qu'on avait? La question s'est posée. Il y avait quand même plusieurs raisons à ne pas utiliser le scanner 3D. La première, c'est qu'en interne, sur notre agence, on n'en dispose pas. On n'a pas le personnel ni pour l'utiliser, ni pour exploiter les données. Le coût d'un scanner, c'est en gros 50 000 euros, donc c'est quand même pas négligeable. Ensuite, alors, ce que j'ai dit un petit peu au départ, c'est que c'est quand même des interventions qui sont de nuit, les relevés topo, en parallèle d'autres interventions qu'on réalise aussi sur les quais. Il faut savoir que l'équipe qui était la nuit en charge des relevés topo, c'est un géomètre. Et ensuite, on a un chef de chantier, un compagnon qui, eux, réalisaient des carottages pour faire des mesures structurelles sur les bétons et les armatures des quais. Donc, le géomètre travaillait seul. Voilà, les travaux durent 4 heures la nuit. Prendre un prestataire extérieur pour qu'il travaille que 4 heures toutes les nuits, c'est un coût qui est non négligeable. Donc, l'idée, voilà, il y avait une question coût qui était quand même assez prohibitive sur le scanner 3D. Ensuite, on s'est dit que des équipes topo, on en a en interne. C'est des choses qu'on maîtrise sans problème.
Les logiciels, on a la chance de disposer de toute la suite logicielle Autodesk en interne. Donc, c'est la même chose, c'est des choses qu'on savait faire nous-mêmes. Et l'idée, c'était vraiment voilà, d'internaliser cette opération, alors à la fois pour une maîtrise du processus complète, hein, puisque forcément, quand on fait tout nous-mêmes, bah, s'il y a besoin, pour une raison ou pour une autre, de retourner en station, mesurer des points complémentaires, etc., on connaît le processus complet, on maîtrise toutes nos données. Et, quand on compare l'utilisation d'un scanner 3D qu'on a pu faire sur d'autres opérations avec le temps de traitement du nuage de points d'un scanner 3D qui est relativement long à faire par rapport à ce que nous permet la suite que Johan a créée, l'utilisation du scanner 3D était réellement pas pertinente dans notre cas, hein. Donc, c'est vraiment les raisons, les 3 points principaux qui ont fait qu'on s'est dit le scanner 3D, on en entend tout le temps parler, c'est un peu le réflexe, automatique, mais on va savoir faire autrement. Donc, au final, on peut se demander combien de temps on a mis pour créer ce process. Donc, on a à peu près compté une semaine pour le concept, c'est-à-dire pour réfléchir un peu à comment on va faire, rédiger un peu les procédures de relevé, par exemple. Ensuite, on est parti sur à peu près une semaine et demie d'apprentissage pour ma part, car je connaissais très peu Civil 3D et très peu Dynamo. Donc, il m'a fallu un peu de temps pour apprendre ces logiciels. Et ensuite, plusieurs semaines de développement et test. Donc, comme vous l'avez vu, avec un premier script Dynamo, puis au fur et à mesure, une amélioration continue m'a permis de créer un script Dynamo beaucoup plus complet. À savoir qu'au bout de la 4e semaine à peu près, la première station a été produite et tout du long, j'ai pu les produire jusqu'au bout. Et le gros avantage, c'est que derrière, en fait, ce process va pouvoir être réutilisé pour de nouveaux usages. Donc, on va avoir besoin de re-effectuer tout ce processus. Aujourd'hui, je suis à peu près il me faut à peu près 6 heures pour dessiner une station complète. Donc, les potentiels usages qu'on peut avoir, c'est qu'on va pouvoir exporter les solides 3D vers un autre logiciel. Par exemple, on pourrait utiliser ça derrière sur Revit. On peut alimenter davantage le modèle 3D pour améliorer le rendu. Donc, on pourrait ajouter automatiquement des équipements sur les quais, par exemple, approfondir un peu plus les murs ou encore les sols, les plafonds, si on avait besoin de plus d'informations. Aussi, ce qui est intéressant, c'est que le processus il peut être complété par l'utilisation de InfraWorks. C'est un exemple que vous pouvez voir à droite. Nous avons utilisé le même workflow. Et en plus, celui-ci est adaptable à la plupart du temps des projets linéaires. Donc, pour conclure, Steven. Alors, pour conclure, on peut dire que on a un coût de main-d'œuvre et de matériel qui a été réduit et, pour répondre à nos besoins, hein. Donc, tout a été internalisé. Nos géomètres, c'est nos géomètres habituels. Le matériel qu'ils utilisent, c'est leur matériel qu'ils utilisent toute l'année, qu'ils connaissent par cœur. Les logiciels, on a déjà les suites à disposition. On a aussi quelque chose qui nous gênait un petit peu avec les scans 3D, c'est qu'en réalité, un scan 3D dans les stations de métro, on va relever des millions, des milliards de points, notamment. Et en réalité, on n'avait pas besoin de tous ces points, puisque nous, ce qui nous intéressait, c'était les rails et les quais uniquement. Donc, on s'est dit que c'était quand même dommage de déployer l'artillerie lourde pour uniquement en utiliser que 10%. Et que c'est dans le contexte de sobriété qui est de plus en plus actuel, ça va avec. Ça donne quand même des exemples qu'on n'est pas forcément obligé d'avoir tout le temps la grosse artillerie et les gros moyens pour faire des choses et qu'au final, avec un petit peu de réflexion, on arrive à faire tout aussi bien avec des techniques qui sont un peu plus anciennes.
Et le format d'échange avec nos partenaires qui ne sont pas forcément familiers de nos formats d'échange plus habituels qu'on peut utiliser dans toute la partie BIM, soit les IFC ou les Revit, etc. Hein, ce que je disais au début, nos partenaires utilisent des logiciels plus typés mécanique. Et c'est tout. Et en plus, c'est des gens du monde de la mécanique, donc ils sont quand même loin de tous ces formats d'échange qu'ils n'utilisent jamais. Et l'idée, c'est quand même d'avoir un format d'échange que tout le monde connaît. Alors, le DWG, c'est quand même l'idéal pour ça, puisque c'est un format qui est accepté par tous les logiciels, que tout le monde connaît, que tout le monde maîtrise. Et nos échanges de données avec notre partenaire, bah, c'est ce qui est marqué en bas dessous, mais c'est bien la fondation qui est nécessaire pour mener à bien un projet. Hein. Quand au départ d'un projet, dès le départ, on commence à ne pas réussir à avoir nos échanges avec nos partenaires pour des problèmes de compatibilité de fichiers, c'est toujours complexe sur la suite. Ok. Bah, en tout cas, nous, ce qu'on essaie de dire, c'est qu'on ne dit pas qu'il ne faut plus utiliser de scanner 3D, il faut juste l'adapter à nos besoins. Donc voilà, merci pour votre écoute. Maintenant, nous sommes prêts pour discuter, échanger. N'hésitez pas à Merci. nous questionner. Merci beaucoup, Johan et Steven. Il nous reste un petit peu de temps pour des questions-réponses. Donc, Ouais. n'hésitez pas à ouvrir vos micros. Si vous ne souhaitez pas prendre la parole, vous avez le module de chat. Quentin a déjà rédigé une question. Quentin, tu veux que je la lise ou tu veux ouvrir ton micro pour prendre la parole? J'aimerais autant que tu prennes la parole. Je pense que ça lancera la conversation, si tu peux. Bonjour. Salut Quentin. Bonjour, je vous prie de m'excuser pour le retard et le bruit à l'arrivée. Très bonne présentation. Dans votre flux de travail, spontanément, j'ai retrouvé une analogie avec un autre client qui faisait des passerelles d'échange entre les produits de Dassault et Inventor. Est-ce que, juste par curiosité, vous avez tenté de récupérer, pourquoi pas, du parasolide issu des produits Dassault? Apparemment, il serait possible de récupérer une partie de l'arbre de conception. Moi, n'ayant pas les licences, je ne peux pas le confirmer, mais d'après mon autre client, ils arrivent à récupérer des pièces et à réindustrialiser ça dans l'écosystème Autodesk, surtout qu'on sait qu'on peut très bien récupérer maintenant des pièces Inventor et les ramener vers Civil 3D avec du Dynamo personnalisé. Voilà, c'est pour savoir si vous aviez pensé à creuser en ce sens ou pas du tout. Merci. Nos échanges avec notre partenaire, en fait, se font dans le sens inverse, en réalité. C'est nous qui créons la donnée qui est la structure des quais et qu'on envoie à notre partenaire. On n'a pas d'échange dans l'autre sens où le modèle 3D des quais revient chez nous pour intégration sur nos plans, en fait. Donc non, on n'a pas essayé d'autres formats d'échange en passant par Inventor, puisque je pense un petit peu dès le départ, hein, le DWG s'est assez vite imposé comme fichier d'échange dans le sens EGC réalise ses relevés de quais, son modèle 3D des quais, et notre partenaire le réutilise. Voilà. Alors en plus, notre partenaire ne travaille pas avec Dassault, c'était un peu l'exemple de logiciel mécanique, mais il travaille avec Sia Engineer en vrai. Merci Steven. C'est bon pour toi, Quentin? Ah, je ne sais pas. Oui, il a fermé son micro. Il a répondu dans le chat. Hein. Ok, merci. D'autres remarques, d'autres questions? Profitez-en, puisque... Pas hésiter, ouais. Yoann et Steven sont à dispo. Moi, je vais peut-être poser une question à Yoann. Tu as dit que ça t'a pris un petit peu de temps puisque il a fallu que tu te formes à Civil 3D et à Dynamo. Tu peux expliquer un petit peu comment tu as procédé? Tu as fait de l'auto-formation? Comment tu as fait pour prendre la main sur ces outils? Pratiquement, ouais, que l'auto-formation avec un peu d'aide de Steven qui connaissait un peu le logiciel. Autrement, je me suis pas mal renseigné du coup sur YouTube, sur Internet et notamment par le groupe Gubi que j'ai découvert en faisant mes recherches justement, qui m'a pas mal servi quand même, c'est vrai. D'accord. Tu as peut-être utilisé d'ailleurs des
des éléments de Quentin qui avait partagé un workflow Dynamo C'est avec Civil fortement 3D. possible. Mm, mm. Oui, pour Et des bien, traverses, c'était pour placer des traverses, je me souviens bien, sur un projet ferroviaire. Ok, c'est un peu ça qui m'a aussi inspiré quoi, derrière. ouais, ouais. Ça m'a pas mal servi de support. Du coup, voilà. Ok, merci. Les packages Dynamo, tu les as évoqués Oui. rapidement. Pour les gens qui connaissent pas très bien Dynamo, ça peut être un petit peu obscur. Tu peux expliquer un petit peu? Les packages que j'ai utilisés vont me permettre d'avoir des nœuds qu'il n'y a pas de base dans Dynamo. Donc en fait, c'est des gens qui les développent et qui sont postés publiquement et qu'on peut télécharger pour ajouter des fonctionnalités en plus dans Dynamo, si je ne me trompe Ok, pas. oui, ok. Et il y a Oui. le package Monocle que j'ai utilisé qui me permet d'ajouter des fonctionnalités on va dire de mise en page de mon script pour bien l'organiser puis pouvoir l'agencer d'une façon. Ah, d'accord. Je t'avoue que Monocle, je le connaissais pas. Et en fait, lui, il assiste, il t'aide pour placer tes différentes parties de script et pour mieux les gérer dans l'interface. C'est ça, c'est ça. Tu peux plus D'accord. facilement les aligner. Ok. Quand on aime que ça soit bien rangé, c'est cool de l'avoir. Oui, et puis je pense que c'est quand même conseillé que les choses soient bien rangées parce que Ça peut vite prendre. quand tu veux reprendre un script Dynamo, il faut qu'il soit bien organisé pour C'est ça. savoir. Ouais, ok, très bien. Parfait. Vous envisagez déjà d'autres applications de ce workflow peut-être légèrement adapté à d'autres cas? Vous avez déjà quelque chose en vue? Alors, il a été utilisé, la petite image en 3D qu'on voit vers la fin, là, avec le morceau de montagne sur Infraworks, il a Ouais. été utilisé pour ce projet-là. Une partie dérivée a été utilisée pour ce projet-là. Mhm. Après, c'est un workflow qui se prête bien à tout ce qui va être linéaire au Mhm. final. Oui, Alors, bien sûr. je dois avouer que sur notre activité à l'agence, on n'a pas des chantiers linéaires en permanence non plus. Hein, donc, on est Ouais, assez multi-activité. Mm. ouais, Mais oui, c'est quelque chose qui peut être utilisé sans ouais, problème. Et je ouais, pense que de toute façon, quand on a un autre chantier, le jour où on aura un autre chantier linéaire, ouais. on le réutilisera. Oui, parce que c'est vrai qu'il y a pas mal d'éléments du concept qui peuvent être modifiés. Le PKT, on peut prendre autre chose. En fait, sur le concept, j'ai un levé, je le transcris dans Civil et je l'intègre pour en faire un projet 3D. Mm. Ça peut se dériver sur beaucoup de cas d'usage. Oui, en fait, tout l'avantage de ce workflow, en fait, hein, c'est que très C'est très souple. rapidement, voilà, c'est Ouais, très souple et très très souple. rapidement, on peut l'adapter à des Ouais, cas de situation, euh, que ce soit grand ou petit. Enfin, une station ouais. de métro, c'est pas très long, hein, ça fait 70 mètres de long. Mm. Le projet en 3D qu'on voit à la fin, c'est quelque chose qui fait quasiment 1 kilomètre de long, donc ça s'utilise très bien, Mm. quoi. Ouais. Il y a une question dans le chat de la part de Fadel qui n'a pas de micro. Donc je vais la lire. Bonjour, comment a été gérée l'interface avec la partie archi si le modèle est en Revit? Alors, on n'a pas de, alors sur ces projets, sur ce projet de Neoma, on n'a pas de partie archi Ouais. et on n'a pas non plus de modèle Revit de base qui a été créé par la maîtrise d'œuvre. En fait, c'est une sorte de projet alors c'est pas vraiment une conception, construction, mais on n'en est pas loin quand même, Mm. puisque les façades de quai, chaque fabricant de façade de quai a sa propre technologie. Donc, à partir du moment où on a un marché, on est quand même très, très libre de ce qu'on fait, sachant que le réaménagement architectural des stations sont des travaux qui sont là, pour le coup, totalement séparés du projet d'automatisation. Hein. D'une manière Mm. générale, sur le projet, voilà, le métro de Marseille, ils sont en train de le rénover de fond en comble, en créant des accès PMR, etc. Mais tout ça, c'est des marchés totalement séparés d'une autre. Hein. Oui, vous l'avez bien évoqué au début. Ce qui était aussi intéressant pour vous, c'est de travailler en DWG et de rester en DWG. Donc, Oui, il n'y avait pas cette problématique de l'interface avec du non, Revit dans ce non, cas-là.
malgré tout, je pense qu'on aurait eu l'interface avec Revit. Revit gérant très bien le DWG 3D. Enfin, je dirais un petit peu instinctivement comme ça fonctionne sans trop de soucis, je pense. Alors, c'est un sujet, je sais que c'est un gros sujet, hein, c'est beaucoup de personnes s'y frottent. Il y aurait eu quelque chose qui me semble assez logique par rapport à ce que vous venez de présenter, c'est que il y a aussi un- comment dire, c'est pas vraiment un package Dynamo, mais un script Dynamo qui s'appelle Civil Connection, qui est aussi disponible à travers la communauté ouverte des utilisateurs de Dynamo, qui permet de faire le lien entre des entités géométriques civiles 3D et Revit. Et par exemple, on aurait pu imaginer que les lignes caractéristiques qui définissent la géométrie des quais, telles que vous les avez générées dans Civil 3D, avec Civil Connection, donc on aurait pu les amener dans Revit et demander à Revit de générer avec des familles Revit paramétriques les quais. Donc je pense que là, vous aviez déjà tout le socle, en fait, la base dans Civil. Juste, il suffisait de faire la connexion en utilisant Civil Connection pour amener la modélisation dans Revit. Ouais. C'est une façon de faire, un cas d'usage. Il y a quelque chose qui va arriver et qui, je pense, va énormément euh, simplifier certains cas d'usage civil Revit. C'est les IFC 4.3 que j'ai évoqués très vite au tout début, puisque les IFC 4.3, donc, qui vont mieux gérer les entités d'infrastructure, on ne va pas les rendre gérables par Civil 3D. Bien sûr, Revit, et d'ailleurs Revit, c'est déjà à lire de l'IFC 4.3. Hein. Vous avez des updates des modules import-export IFC pour Revit qui permettent de mettre à jour ces modules pour que Revit interprète de l'IFC 4.3. Et quand le module sera disponible pour Civil 3D, ce qui est vraiment du très très court terme, tout ce que vous allez générer en modélisation depuis Civil 3D, vous allez pouvoir, via l'IFC 4.3, l'avoir dans Revit et vous appuyer dessus pour vos conceptions. C'est une autre approche. Ça dépend vraiment de ce que l'on souhaite faire, du workflow qui est mis en place, etc. Il y a plus... Alors, aujourd'hui, la solution principale pour moi, ce serait Civil Connection et il y aura bientôt les IFC 4.3 qui vont simplifier les choses. On n'aura plus qu'à faire un import-export. On n'aura plus besoin de maîtriser Dynamo. Ok. D'autres remarques? On a encore un petit peu de temps. Oui. Si moi je fais une remarque, on va en avoir pour 2 heures, tu me connais. Bonjour Gilles. Salut. Oui, c'était la question aussi que je me posais par rapport à ça, parce que tu sais que c'est une thématique. Oui, tu te présentes rapidement, s'il te plaît, Gilles? Je suis pas sûr que tout le monde te connaisse. Heureusement. Gilles Pignon, donc chef de la division BIM au sein des chemins de fer luxembourgeois. Voilà. Merci. Donc on est responsable de la stratégie BIM au sein du groupe CFL. Et voilà, et on est dans cette thématique-là. Cette thématique parce que là, on parle toujours de fichiers d'échange, en fait. On parle jamais, on travaille pas. Donc, c'est pas un fichier de travail. Donc, c'est cette question-là, parce que l'IFC, c'est un simple fichier d'échange. Oui. Et donc, c'est la question aujourd'hui, si on va vers la question du digital twin, ces questions-là, je pense qu'à un moment, il y a la vraie question qui va se poser, ça va être le fait de travailler, pas en échange, mais dans un travail collaboratif Oui. en live quasiment. Et donc, pour moi, c'est là l'enjeu majeur. L'IFC 4, pour moi, c'est juste, on va dire, bon, tu sais ce que je pense de l'IFC, c'est c'est une étape. Ok, Oui. mais pour moi, je pense que c'est vers là qu'il faut aller parce qu'aujourd'hui, on a une césure qui est assez grande entre l'infrastructure et je vais prendre l'architecture et voilà. Donc, comment on amène les deux dans un élément? C'est je pense, la question fondamentale pour qu'on arrête de différencier les deux disciplines de manière aussi stricte parce qu'elles sont Complètement. liées en fait. Voilà. Donc Oui. ça, c'était juste c'était une remarque, c'était pas une question. J'aime bien des fois dire des choses comme ça. Ah, c'est pas ta question. Donc, tu as une question après. Mais parce que je sais qu'il n'y a pas de réponse. Bah, oui, y a parce pas de que réponse. Bah, alors, tu as tout à fait raison de faire le point sur les IFC et c'est super important de le rappeler ici. Les IFC, le format IFC n'est pas un format de travail, n'est pas un format de conception, c'est un format d'échange et d'archivage. Et ça, c'est super important parce que beaucoup n'ont pas forcément une très bonne vision de l'IFC et se cassent les dents à essayer de concevoir avec les IFC. Et c'est pas fait pour ça du tout.
Et en fait, l'approche dans ces cas-là pour faire de la conception, ce serait la connexion avec Dynamo, puisque là, on a quelque chose de dynamique. Alors, je sais que ce n'est pas le plus simple, mais on aurait quelque chose de dynamique entre la partie géométrie dans Civil 3D, le lien avec Dynamo et la transcription de la géométrie civile dans Revit, qui permet d'avoir quelque chose de cohérent et de dynamique dans Revit. Ce n'est pas la panacée. Et là, je reviens sur ce que je disais tout au début avec la stratégie qui a été partagée par Autodesk à Autodesk University, qui est d'aller non pas vers de la gestion de fichiers, mais de la gestion de données, quel que soit le projet AEC, architecture, ingénierie et construction. Et là, on aura vraiment ces capacités de mettre à disposition des données. Et là, à la limite, on s'en fichera que ce soit un quai, des rails ou un bâtiment. Les données seront à disposition et les utilisateurs pourront s'en servir dans leur logiciel. Mais là, ça, c'est du long terme. C'est ce qu'on souhaite faire. C'est ce vers quoi il faut aller. Bien sûr. J'arrête de parler. Merci. T'as pas d'autres questions particulières, Gilles, Non, sur moi, ce qui a été présenté? Ouais. Non, je trouvais ça très intéressant le fait de pouvoir se passer de certaines choses, au sens comme l'armada, comme ça a été évoqué, de tout mettre en Ouais. place. Je trouve ça intéressant d'aller rapidement avec on va dire, quelque chose d'efficace rapidement. C'est-à-dire que Ouais. c'est surtout ça, pour convaincre, parce qu'il y a la question toujours de convaincre les gens aussi, d'adhérer à tout ça. Je pense que si on simplifie la démarche de cette manière-là, bah, c'est vraiment intéressant. Oui, Parce que c'est une oui, question qu'on se pose aussi, nous, hein. Les quais, pour relever, c'est pour ça que c'est intéressant de voir, est-ce qu'on doit. Bon, nous, après, on a encore beaucoup plus d'éléments, on doit tout relever, mais je trouve que c'est assez rapide comme solution et efficace pour avoir quelque chose d'exploitable. Oui. oui. Oui, quand on n'a pas besoin du contexte exhaustif, autant se concentrer sur ce dont on a vraiment besoin, parce qu'on est capable de le faire de façon plus souple et largement aussi efficace, avec des techniques moins chères et qu'en général, on maîtrise plus facilement. Donc, ouais, c'est vraiment très bien vu. Ouais. S'il n'y a pas d'autres remarques, pas d'autres questions, je vous propose d'en rester là. Il est midi. Merci beaucoup à nouveau à Johan et à Steven. Et encore félicitations à Johan d'avoir fait cette présentation en anglais à Autodesk University. Je sais que c'était un challenge Un gros pour toi. challenge. Et moi, j'étais ravi vraiment d'assister à cette présentation, de t'aider un petit peu. Et Ouais. puis d'assister à cette présentation là-bas, c'était vraiment super. Ah, super. Ouais. Merci beaucoup. Merci à nouveau de l'avoir partagé aujourd'hui en français. Je pense que c'était plus cool. Ouais. Oui, quand même. C'est vraiment très intéressant. Merci beaucoup. Donc, je vous rappelle que la session elle va être publiée très, très rapidement sur la playlist YouTube du Gubi. Donc, n'hésitez pas à la partager autour de vous. Et puis, je vous donne rendez-vous pour la prochaine session du Gubi. Merci beaucoup. Bon appétit. À Merci. très bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci à tous. Merci. Merci.